Louisa, comment ça va? Bah écoute, ça va depuis tout à l'heure. Bah, c'est parfait, on se voit enfin. Ouais. Bon, déjà, où est-ce que tu es? Dis-moi tout. Eh bien, je suis près de Bressuire, donc dans les Deux-Sèvres, entre Niort et Cholet. Parfait. Est-ce que tu pourrais parler un peu de toi, nous dire qui tu es? Alors, Louisa Parisot, donc j'ai 39 ans déjà. J'ai exercé pendant une quinzaine d'années, une bonne quinzaine d'années, avec des débuts de communication, euh, produit, design d'espace. Et j'ai très vite en fait intégré le domaine du textile en tant que designer produit, mais aussi tout ce qui est image, espace de vente. Et j'ai eu la chance eh bien, d'exercer pour différentes typologies de clientèle, donc aussi bien hommes, femmes, enfants que layette, mais aussi prêt-à-porter, homeware et lingerie. Voilà. Voilà. Et question que je pose à tout le monde, comment tu as vécu ce confinement? Comment ça s'est passé? Eh bien, pour moi, c'était un peu spécial puisque j'ai repris mes études il y a 2 ans, donc juste avant le confinement. J'étais en train d'installer mon nouveau partenariat, une nouvelle collaboration dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. D'accord. J'étais même sur Paris juste avant. Et donc, lorsque le coup près est tombé, qu'il fallait tous se confiner, mon poste s'est vu suspendu avec peut-être dès que ça ne se ferait pas. En tout cas, je m'étais préparée sans en avoir peur, puisque je suis assez persuadée que ce pourquoi j'ai repris mes études, donc travailler vraiment sur le développement durable, les savoir-faire, travailler l'intelligence du travail global, je savais que c'était pour moi un sujet d'avenir. Donc, je suis restée un mois chez moi, en famille, avec mes 2 enfants et mon mari, à me dire peut-être que ça va être difficile. Au final, non, très bien. Et très vite, on m'a appelée pour prendre ce poste de responsable de marque à la confection C2S. Ah, justement, tu parles de C2S. C'est quoi exactement C2S? Alors oui, la confection C2S, c'est une entreprise, c'est un grand parc industriel en fait qui a un savoir-faire qui est installé depuis 1927, où il y a tout un process de fabrication d'abord de chemises haut de gamme et sur mesure, personnalisables, mais aussi du service prêt-à-porter. Il y a et des marques qui nous appartiennent, mais aussi ce service de prêt-à-porter. Donc on a la marque historique qui dure, qui est des vêtements à la base de travail, mais qui est aujourd'hui revisité et remis au goût du jour. Et on a donc Elyséum qui est plus un service B2B pour de la chemise sur mesure et personnalisable. Super. Et tu travailles également pour Qui Dure, si j'ai bien Oui, compris. voilà. Alors c'est une marque interne de l'entreprise D'accord. voilà, une marque vintage remise au goût du jour, mais qui dure, donc qui depuis 1927 souhaitait durer dans le temps. Mhm. Et aujourd'hui, elle a vraiment elle est encore plus d'actualité puisque donc elle est à nouveau euh, commercialisée avec beaucoup plus d'entités, avec une identité forte, mais vraiment avec la volonté de continuer ces vêtements durables avec des choix matières et des process vraiment dans la direction du développement durable. Alors, justement, tu viens d'arriver dans une nouvelle entreprise. Pour te dire, avant celui du téléphone, on a parlé pendant quasiment 1 heure ensemble, ce qui m'arrive assez rarement. Et j'ai bien compris, en fait, tu es vraiment engagé sur le développement durable. Comment on fait pour arriver sur une entreprise qui a des process de travail, qui a un business model, pour les faire changer sur un développement plus serein, peut-être même pas de décroissance, on peut oser ça. Comment on fait? Comment tu as essayé de mettre en place des choses? Alors, en effet, il est vrai que alors, déjà, on s'est choisi mutuellement. J'ai eu plusieurs entretiens. J'étais, comme on a pu échanger, sur la voie de quitter un peu le textile et aller plus sur de l'innovation de groupe, de collaboration avec des sujets de tiers-lieux aussi.
plus de sortir du textile et mélanger plusieurs choses. Ce qui m'a attirée dans cette entreprise, c'est qu'il y avait une réelle histoire. Il y avait vraiment une volonté d'aller dans ce sens-là. Et donc, du coup, je vais changer actuellement, en effet, parce que ça fait 2 mois et demi que je suis là. Donc, je suis encore dans cette phase de comment changer de l'intérieur. Je pense qu'ils ont une volonté qui est déjà là. Donc, c'est ce qui me rassure. Après, en effet, moi, je suis beaucoup dans le concept, la création, l'innovation et le futur. Et là, j'ai un terrain qui est très industriel et fabrication sur l'instant T et répondre aux besoins des clients, des divers clients en plus, puisqu'on est B2B et B2C. Donc, oui, c'est pas simple. Parce que déjà, il faut qu'on ait le même vocable. Je viens de la région Rhône-Alpes et là, aujourd'hui, je suis dans une nouvelle région. Et dans le textile, il y a aussi un peu le jargon, chacun son jargon. Donc, c'est pas simple, mais étant Justement, donné qu'on a le même objectif, pour avoir des hein, exemples de jargons différents, je serais hyper intéressé. par exemple, je sais pas, la piqûre anglaise ou comment dire, oui, je sais pas, il y a différents, même déjà, par exemple, avec l'étranger, la Chine ou l'Inde, on a du mal à se faire comprendre, mais même en France, D'accord. à chaque fois que j'ai changé d'entreprise, un montage, un rempli ou un je sais pas moi, un relais, enfin, chacun c'est pas la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que là, j'ai pas d'exemple. En plus, j'ai fait 3 ans de sortie de style, alors, reviens dedans. Bon, Mais ouais, euh, non, j'ai pas d'exemple. c'est pas grave, continue. Donc, ma question d'origine, c'était de savoir effectivement quand on arrive dans une entreprise qui est plutôt installée, comment on fait pour leur injecter en fait le côté développement durable pour que ça aille encore plus vite. Manifestement, tu parlais d'une rencontre, une espèce de mariage, voilà, ensemble, en tout cas sur des affinités. Donc ça, c'est l'idée, le concept. Et après cette mise en œuvre, Ben, la mise en œuvre, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de travail d'équipe, de collaboration, euh, aussi apprendre à se connaître, parce que là, bon, j'arrive, euh, et faire des concessions aussi parfois, parce que là, par exemple, c'est vrai que je viens avec beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, puisque j'attends ça depuis très longtemps finalement, de vraiment agir. Donc, je peux peut-être aller trop vite. Donc, c'est s'adapter, être agile, attendre le bon moment, mais aussi en même temps, bah, par exemple, dans mon cas, je sens qu'il y a une urgence qui est là et qui arrive. C'était ce besoin de développement durable et d'intelligence et de revenir sur pourquoi on fabrique et comment et pour qui était déjà présent avant la crise. Mais je trouve que depuis la crise du Covid, euh, ça s'est vraiment accéléré. Donc, comme je connais, comme je découvre maintenant le gros potentiel de cette entreprise, de cette manufacture, j'ai envie, en effet, de vite agir. Donc, bon, après, il ne faut pas trop non plus aller vite puisqu'il faut bien faire. Voilà. c'est ça. Justement, tu parles d'urgence, tu parles aussi de stratégie, donc c'est du long terme. Comment on concilie l'urgence, faire le maintenant tout de suite, au long terme en fait, peut prendre des années en fait. Et donc c'est ce que tu dis, faire des choses très concrètes maintenant tout de suite, mais bien faire. Donc c'est un exercice d'équilibre extrêmement complexe. Comment tu fais en fait? Eh bien, je fais comme je pense bien. Je n'hésite pas à laisser reposer des sujets. Par contre, il est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on ne peut pas être focalisé que sur un sujet. Donc, c'est de la recherche constante, voire même les week-ends. Bah, oui, il y a un glissement entre le travail et la vie perso, finalement, que j'accepte aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, même le conjoint, je dirais, peut en souffrir de temps en temps, il le comprend, puisque au final, on est comme ça. Et aujourd'hui, je ne peux pas me diviser entre ma volonté d'être au travail et ma volonté d'être moi, Louisa, au quotidien. Donc oui, c'est pas simple. C'est même des fois des idées en pleine nuit, mais je pense que ça se fait.
faut pas hésiter à laisser reposer, à revenir sur des sujets. Super, super. Tu l'as évoqué, tu as parlé du tiers-lieu. Après, effectivement, la mixité ou le mélange, en fait, des différents corps de métier est extrêmement important. Comment tu veux orienter ton travail, ta pratique par rapport à ça? Alors, alors, le tiers-lieu, donc en effet, je suis en train de finir un mémoire avec 2 autres collaboratrices, suite à mon master, de direction de produits et d'établissements, culturels. Il m'a beaucoup, apporté sur l'ouverture et sur l'innovation par le croisement d'autres secteurs, par le mélange, des différents métiers, par l'intelligence collective et en interne, je souhaite, et c'est un souhait de l'entreprise qui a été énoncé assez tôt, insuffler du tiers-lieu dans l'entreprise. Donc voilà, moi aujourd'hui, j'essaye d'aller voir nos, nos, nos couturières, toutes les personnes, de voir comment on peut revaloriser leur travail d'intelligence de la main, de leur savoir-faire, surtout que il faut avoir en tête que l'entreprise où je suis, c'est comme 3/4 des employés qui sont des couturières au final. Donc, on est très peu de personnes qui sont dans la direction ou dans le travail logistique ou autre. Donc, oui, plus de collaboration, plus de transversalité et plus de hiérarchie, de ramener plus de savoir-être en interne, d'écoute, et puis aussi ne pas hésiter à collaborer avec des secteurs comme l'agriculture ou autres au niveau du territoire, de collaborer et de ne plus être chacun dans notre coin et avoir peur d'être copié. Aujourd'hui, on est dans une ère de l'open source. Enfin, je trouve ça, voilà, on n'est plus là, on n'en est plus là. D'accord, très très bien. Tiens, notre échange téléphonique, je reviens là-dessus. On a parlé du rôle des stylistes. Aujourd'hui, on va dire qu'on sont très mode à la base. Comment on peut faire pour qu'ils s'ouvrent, comme tu viens de le dire, à d'autres secteurs en dehors de la mode? Ça peut être l'agriculture, ça peut être l'architecture, ça peut être effectivement l'urbanisme. Comment tu imagines faire évoluer ce travail-là? Alors, c'est vrai que n'étant pas de formation styliste, pour moi, c'était inné. J'ai plutôt un cursus plus couteau suisse où j'ai pu toucher en effet au design d'objets, d'espace, à l'architecture, à la photo, au multimédia. Donc, créer pour moi est toujours en lien avec ce qui se passe dans notre société, dans nos environnements, ce qui nous interpelle, une chanson, une photo, de la texture, d'architecture dans le textile ou autre. Donc, je pense que on y arrive de plus en plus quand même, parce qu'on est dans un monde de l'image où on a profusion de création dans tous les sens, vidéo, images et autres, d'open source aussi et de partage de connaissances libres. Mais c'est vrai que dans mes expériences, j'ai pu constater que le rôle de styliste, enfin le métier de styliste n'était pas toujours à même d'avoir cette ouverture. Donc oui, je conseillerais de s'intéresser à tout, de se nourrir de tout et ne pas hésiter à aller explorer des terrains inhabituels au textile. Super. Et revenons au coronavirus et au déconfinement. Ça fait un mois qu'on a été déconfiné. C'est quoi les tendances que tu vois en termes économiques, notamment vous êtes au cœur de l'industrie textile. Est-ce que tu sens que ça repart fort, doucement, ça repart pas? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ben, on parle beaucoup de relocalisation, de local, de demain. Il me semble évident qu'il y a un retour on a été trop loin, on a tout fait à l'étranger, on a perdu nos savoir-faire. Alors là, moi où je suis, je peux pas dire qu'on a perdu, on en a encore. Et c'est une chance. Donc je pense que ça va repartir dans un sens beaucoup plus raisonné, où on va faire un peu plus attention. Je dis pas qu'il n'y a pas une partie où ça va pas changer, mais je pense que c'est une première grande étape.
J'y crois vraiment. C'était déjà présent, comme je disais tout à l'heure, pour moi avant cet événement. Mais je pense que ça a donné un bon coup. On a passé une vitesse, une bonne vitesse. Très bien. Nous, on a pas mal d'entrepreneurs qui regardent ce webinaire. C'est quoi les conseils que tu peux donner pour continuer dans cette espèce d'incertitude, à toujours créer, à toujours faire des choses? Conseil, j'ai envie de dire, plus on est sincère et plus ça a l'air de marcher aujourd'hui. Je pense que si on a à cœur de faire comme l'on sent juste, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Après, c'est vrai qu'ayant repris mes études, je me suis retrouvée au sein de, de la génération de 20-25 ans pendant 2 ans. J'ai baigné avec eux, j'ai grandi avec eux pendant des cours universitaires. C'était vraiment chouette parce qu'ils m'ont remotivée en fait. Ils sont vraiment moteurs, ils ont envie. Pour eux, ils sont nés en fait avec cette urgence écologique. Je les envie presque au final, puisque ils ont du coup toute leur jeunesse et toute leur énergie devant eux, alors que moi je commence à être plutôt un peu vieille. Mais non, c'est chouette et je pense qu'il faut tenir bon, vraiment. Ça va changer. Bien, Ça change. Louisa, merci beaucoup. C'était De rien, hyper avec intéressant. plaisir. Bonjour. Bonjour, Marie-Lou, comment ça va? Bah, super depuis ce matin. Oui. Première question, tu es où? Alors là, je suis actuellement à Paris. Les activités ont repris, donc du coup, je suis remontée à Paris pour reprendre l'activité. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, tout simplement, ton background, tout ça? Est-ce que tu es... Alors, moi, je m'appelle Marie Loumogier, je viens tout juste d'avoir 30 ans et je suis la cofondatrice de Possible. Et du coup, Possible, c'est quoi? C'est une plateforme de location de vêtements et accessoires par abonnement mensuel, mais pas que. On travaille exclusivement avec des marques éco-responsables ou de fabrication fabrication française. Et du coup, on essaye d'allier une mode circulaire, une mode locale, une mode éco-responsable et zéro déchet. Voilà. Super. Comment ça s'est passé, cette crise du coronavirus, ce confinement? Alors, au début, on l'a vécu comme une tragédie. C'est-à-dire que nous, on a commencé l'activité Possible, ça existe depuis mi-janvier 2020. Donc, on était au tout début, on venait d'avoir nos abonnés, donc on testait un petit peu le service sur nos abonnés. Et puis, la nouvelle est arrivée. Au début, c'était un drame. Et puis après, comme on est de nature assez positive, on a essayé de se dire, bon, ok, c'est une période de transition. Avant le coronavirus, c'est vrai qu'on était très dans l'opérationnel où on avait la gestion des commandes, on avait la tête dans le guidon et on n'arrivait pas à prendre du recul et à stratégiser en fait le futur de Possible. Ce temps mort, entre guillemets, ça nous a permis de se dire, OK, où on veut aller, où on veut amener Possible, comment on peut mieux s'organiser, mettre des processus dans l'entreprise. Et du coup, on a réussi à recruter pendant le confinement, on a réussi à mettre des process, à mettre de l'organisation, tous les trucs qu'on n'arrivait pas à faire parce que faute de temps, on dormait plus. Pour être tout à fait honnête avec toi, on dormait plus. Toutes ces choses qu'on n'arrivait pas à faire, on a réussi à mettre de l'ordre et de l'organisation pour gérer l'après-coronavirus. Super. Comment vos clients ils ont réagi? Comment ça s'est passé avec eux? Nous, on a dû arrêter totalement l'activité. Au début, on s'est posé la question, et je pense que c'est le cas comme beaucoup de créateurs. On continue, on fait quoi? Au final, la location, c'est le fait de changer de dressing à volonté, de changer de style à volonté. Et au final, même si tu es chez toi, tu n'as pas forcément envie d'être stylé. Donc, on peut faire confiner mais stylé, mais ça va bien un temps. À un moment donné, voilà. Donc, nous, on a complètement arrêté les abonnements. Et on a d'abord consulté nos abonnés pour savoir ce que eux souhaitaient faire. Et au fur et à mesure, on a vu que finalement, tout le monde souhaitait suspendre l'abonnement pendant cette période-là, et je comprends. Et donc, du coup, on a suspendu les abonnements pendant cette durée-là, mais c'était assez difficile parce que du coup, derrière, je pense que
il y a beaucoup de personnes en France qui ont été au chômage partiel. Il y en a certains qui ont perdu leur emploi. Même si là, l'activité a repris, ça reste aussi partiel parce qu'on fait beaucoup de télétravail. Il y en a qui font du télétravail jusqu'à septembre, il y en a qui font du télétravail jusqu'à décembre. Donc, ça veut dire télétravail, donc rester chez soi. Et tu peux pas, tu n'as pas forcément envie de bien t'habiller à la maison. Donc, même si les activités ont repris, c'est une reprise timide. Justement, quand tu parles de reprise, tu peux nous donner un peu des chiffres, des tendances en fait par rapport à tout ça? Est-ce que c'est une reprise vraiment très très timide ou il y a plutôt... Ah non, c'est très très timide. Nous là, on essaye on rentre en phase d'acquisition et on essaye de communiquer. Donc nous, on a des petits soucis internes, donc on n'est pas à fond dans l'acquisition. Mais c'est vrai que quand on a annoncé la relance, on pensait qu'il y allait avoir un boom et c'est pas le cas. Donc on pense que la reprise va être courant septembre, octobre. On essaye aussi de du coup multiplier les collaborations, se faire de plus en plus connaître, etc. Mais des chiffres. Aujourd'hui, on a perdu la moitié de nos abonnés. Ouais. Ah, ça fait beaucoup, ouais. Oui. Après, on était jeunes, donc on venait de commencer. Et puis aussi, il y a plein de trucs où, tu vois, on avait beaucoup d'améliorations à faire sur le packaging, l'expérience client, le site internet, tout ça. Et ça nous a permis aussi d'avancer sur ces sujets-là pour mieux cerner les attentes de nos abonnés et démarcher de nouvelles marques parce qu'on avait fait un gros travail avant le lancement de Possible, aller prospecter des marques, faire adhérer les marques éco-responsables au service Possible alors qu'on n'avait pas de site internet. Et là, pendant ce confinement, on a repris la prospection et on a refait des nouvelles collaborations avec des marques éco-responsables. Super. Donc, Marie, si j'ai bien compris, tu espères une reprise à partir de septembre. Ouais. Donc là, on est fin juin, il nous reste juillet, août. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous allez faire cet été pour reprendre à fond septembre? Alors nous, on veut que la location, c'est beaucoup de logistique parce que c'est des va-et-vient en fait entre notre entrepôt et les abonnés. C'est pas la vente, c'est on envoie et si insatisfaction, il y a retour. Mais nous, en fait, c'est des va-et-vient quotidiens. Donc notre plus gros challenge, c'est la logistique. Donc là, on essaye de mettre des process partout pour avoir une logistique carrée. On essaye d'améliorer notre site internet pour que ça se soit le plus fluide et avoir une expérience client nickel, parce qu'il faut savoir aussi que la location, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement démocratisé en France. Ça allait pas mal aux États-Unis. On voit que Rent the Runway fonctionne du tonnerre de Dieu, que le Closet, qui est un acteur de la location en France, ça fonctionne bien, mais c'est pas encore démocratisé. Donc du coup, on doit faire en sorte que l'expérience client, quand on teste la location et qu'on se lance dans la location, elle soit nickel pour que ça donne envie d'y rester. Et pour ça, on avait encore une grosse marge de progression. Donc cet été, on va continuer sur l'amélioration de notre site internet, des processus nickel chrome en termes de logistique et puis voilà, de nouvelles collaborations alléchantes pour nos abonnés pour qu'ils soient toujours plus satisfaits. Alors, tu parles quand même des abonnés. C'est quoi ton abonné type en fait? Alors, c'est une femme. Nous, on fait que pour les femmes. Désolée, Fabrice, tu pourras pas t'abonner. Oui, je te laisse toute seule. Non, pour l'instant, nous, on n'est que sur le marché de la femme parce qu'on part du principe que déjà que c'est pas démocratisé en France. Si les femmes sont conquises, les hommes le seront demain. Et donc on est parti de ce principe-là et donc on fait de la location exclusivement pour les femmes et notre cible, c'est tout le monde, à vrai dire. C'est entre 25 45 ans. On essaye de répondre à tous les styles, à toutes les occasions. Donc c'est des vêtements qui sont dédiés à tous les âges et toutes les occasions. D'accord. Et justement, là, tu parlais des partenariats que tu as développés avec les marques. Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus des marques avec qui tu travailles, Ouais. pour l'été, voilà. C'est quoi tout ça? Alors, tu veux que je te dise les marques avec lesquelles on travaille aujourd'hui? Allez. On travaille, je ne sais pas si tu connais, Musée Marlot. Un petit peu, c'est deux chouettes nanas qui habitent en Bretagne et qui font de la mode éco-responsable, donc ils travaillent avec des produits qui sont certifiés bons pour l'environnement. Donc elles font de la fabrication au Portugal, mais elles sont, c'est des créatrices françaises.
et elles utilisent des matières éco-responsables. On travaille avec les récupérables, donc là c'est de l'upcycling, donc c'est la réutilisation, la revalorisation de matières existantes. Donc on retravaille des matières existantes pour faire des vêtements stylés, ultra stylés, les récupérables. On travaille là récemment, cet après-midi, j'étais avec un nouveau partenaire qui s'appelle Cotelet. Pareil, ils font des vestes en velours, mais aussi avec une certification GOTS. Donc voilà. Ensuite, on va travailler avec SKFK bientôt. Voilà. On travaille avec Justine V, Alori aussi. Alori, c'est de l'upcycling. On travaille avec Black Verven. C'est aussi une marque éco-responsable. On travaille avec pas mal de marques. Je les ai pas toutes en tête, mais voilà. On travaille aussi avec des marques qui font des accessoires. On travaille avec Baldus. C'est des montres made in France. Voilà. Byzance, c'est une nouvelle marque qu'on vient de rentrer. Alors là, c'est pas fabriqué en France, mais c'est des tissus qui sont éco-responsables. Voilà. Quoi d'autre, je sais pas. Justement, tu parles de beaucoup de marques. Comment tu fais pour les sélectionner? Alors, la sélection, on l'a fait au début. Alors, au début, on voulait faire que de l'éco-responsable, voilà. Et puis, il y a énormément de talents en France et énormément de petits créateurs français qui ont beaucoup de talents en France. Le problème, c'est que souvent, les petits créateurs qui font de l'éco-responsabilité, qui sont sur le marché de l'éco-responsabilité, ils ont des petits stocks. Et donc, du coup, forcément, ils ont envie de garder leur stock pour eux. Donc, on s'est dit, OK, si on veut être à l'échelle et si on veut augmenter le nombre d'abonnés, on peut pas travailler qu'avec des marques éco-responsables parce qu'elles n'ont pas le stock nécessaire et on peut comprendre aussi qu'elles veulent garder leur stock pour elles. Donc du coup, au début, on était tout éco-responsable, marque éco-responsable. On s'est dit, en fait, c'est pas possible parce qu'on pourra jamais être à l'échelle, on pourra jamais augmenter en termes de nombre d'abonnés si on fait qu'avec des marques éco-responsables. Du coup, on a agrandi et on travaille avec des marques qui sont de fabrication française et ou éco-responsables. Donc, fabrication française, ça, c'est la base de base. Et si elle n'est pas fabrication française, il faut au moins que les tissus soient éco-responsables. Voilà. Question pragmatique, vous faites ça partout en France ou uniquement à Paris? Alors, on fait ça. Aujourd'hui, on est présent en Belgique, au Luxembourg et en France. Voilà. Et donc, du coup, à Paris et en banlieue proche, la livraison s'effectue par coursier à vélo. Donc, l'abonné n'a pas d'attente entre le moment où elle renvoie sa sélection et le moment où elle attend sa nouvelle sélection. C'est direct, ça se fait, l'échange se fait direct avec le coursier à vélo. Et du coup, l'abonné a toujours une sélection possible à disposition toute la durée du mois. Donc ça, c'est pour Paris et banlieue proche. Et sinon, sur le reste de la France, on fonctionne avec Mondial Relais. Parfait. Voilà. Question peut-être plus personnelle. Pourquoi il y a eu cet engagement sur le développement durable, sur cette location? Alors, au début, moi, au début, je voulais faire que de la location. Et puis, en fait, j'ai fait un tour du monde et en fait, j'ai pris conscience que il y avait aussi énormément de talents en France, que finalement, c'est difficile d'être créateur français et d'être visible parce que souvent, les créateurs français, c'est des gens qui ont des formations de création, mais pas des formations de promotion de leur création. Et donc, c'est un métier aussi, le marketing. Et je me suis dit, en fait, en faisant des petites recherches et aussi en allant l'année dernière au Fashion Green Days, parce que c'est aussi les Fashion Green Days qui m'ont donné l'envie d'aller plus sur le secteur de l'éco-responsabilité l'année dernière. En fait, je suis revenue mon tour du monde mi-mai, le 15 mai de l'année dernière. Je suis arrivée et je suis allée directement au Fashion Green Days. Donc moi, j'avais déjà mon idée de faire de la location, mais je savais pas trop comment en fait. C'était la location, c'est sûr, par abonnement mensuel, c'est sûr. Et puis je suis allée au Fashion Green Days, j'étais toute timide. Et là, en fait, j'ai réalisé qu'il y avait énormément de marques que je ne connaissais pas. Et comment? Non, t'es pas timide. J'étais très très timide à l'époque. Franchement, je parlais à personne, j'osais parler à personne et tout. Donc j'ai analysé un petit peu. Et j'ai réalisé qu'en fait, il y avait énormément de marques que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, si moi, je ne les connais pas, peut-être que en fait, il y a un grand nombre de personnes qui ne les connaissent pas. Et c'est dommage. Et donc, du coup, pourquoi pas les mettre en avant via la location et essayer de les mettre en lumière. Super. Voilà. Alors, justement, tu as parlé de ton tour du monde. En ce moment, on est un peu bloqué en France. Pour que tu nous fasses un petit peu rêver, c'est quoi le pays qui t'a un petit peu inspiré en fait dans ton voyage?
Alors moi, j'ai adoré le Mexique. Le Mexique et les Philippines. Le Mexique et les Philippines. Le Mexique, c'est la chaleur, c'est l'Amérique latine, c'est le côté chaleureux de la population et la richesse en termes de paysages magnifiques. Il y a tout là-bas, c'est génial. Et les Philippines, les Philippines, c'est le pays aussi en Asie où en Asie, c'est souvent sale en Asie, pour qu'on se le dise. Et les Philippines respectent énormément l'environnement. Enfin, sur toutes les îles, sur la plupart des îles, on paie des taxes éco-responsables. Et donc, du coup, il y a des gens qui sont mobilisés sur les îles pour veiller à ce que les îles restent propres. Et nous, en tant que touristes, quand on va, par exemple, sur l'île de Palawan, on paye une taxe, éco-taxe, ça s'appelle, pour veiller à ce que tout soit clean. Et c'est ça que j'ai énormément apprécié, c'est finalement, tout est super propre. Ok, super. Il va nous rester quelques minutes. Dernière question, il y a pas mal d'entrepreneurs en fait qui nous regardent, qui sont un peu dans le doute. Tu m'as l'air extrêmement positive. Comment tu fais pour garder cette pêche? Tu nous dis un petit peu ces secrets. Après, c'est la pêche. Moi, je suis de nature très positive, mais mon associée, en fait, on est un binôme. Donc, elle va toujours voir le verre à moitié vide, comme je vous le dis souvent, et moi, le verre à moitié plein. Et c'est ça qui fait qu'on a une bonne cohésion. En fait, quand on veut se lancer, la persévérance, la motivation, et en fait, il y a toujours il y a toujours des jours avec, il y a toujours des jours sans. Et maintenant, moi, les mauvaises nouvelles, je les prends toujours avec. Enfin, hier, on a eu une très très mauvaise nouvelle. J'essaie toujours de prendre avec cours. Et si on est sûr, il faut toujours penser, ok, où je veux conduire mon entreprise. Et tous les matins, quand je me réveille, je me dis, possible, je vais l'amener là. Et en fait, je pense que plus on pense positif, plus il nous arrive des choses positives dans notre vie. Et oui, c'est dur. Franchement, c'est dur. C'est dur. Moi, j'ai tout quitté pour l'entrepreneuriat. C'était mon rêve. Je veux vivre en fonction de mes rêves, mais c'est pas sans contrainte. Je suis au RSA, donc c'est compliqué. Financièrement, on va pas se mentir, quand on entreprend, c'est pas la belle vie. Oui, c'est cool parfois de passer dans des articles de journaux, dans des articles, de passer au Fashion Green Days, d'intervenir et tout. Ça, c'est les bons côtés, mais il y a les mauvais côtés. Mais à partir du moment où on fait le choix, on assume les inconvénients. Et parfois, c'est plus dur que d'autres moments, mais moi, j'ai été maître j'ai fait le choix d'entreprendre et parfois, je me dis, t'as été folle, mais j'ai eu cette liberté et aujourd'hui, je suis la plus heureuse du monde. C'est difficile. Ah oui, ma qualité de vie, clairement, c'est pas la même qu'avant. Il n'y a plus de resto tous les soirs, il n'y a plus de taxi, il n'y a plus de week-end trop cool. Mais à côté de ça, j'ai cette liberté et cet épanouissement professionnel qui me manquait terriblement avant. Super. Alors, moi, j'ai reçu des questions parce que je ne suis pas tout seul dans la pièce. Donc, on m'a donné 2-3 petites questions pour toi. Voilà, tout simplement, je vais les faire. Alors, que faites-vous des vêtements abîmés? Alors, pour l'instant, comme on n'est qu'au début, alors bien évidemment, ils seront pas jetés, ils seront recyclés puisqu'on est dans un process zéro déchet. Pour être honnête, on a des petites idées, mais comme on n'est pas encore arrivé au stade, comme si l'entrepreneuriat c'est on verra demain, et qu'on n'est pas encore à ce stade-là, on ne sait pas. On sait qu'on va les recycler. On a quelques idées de comment on va les recycler, mais on n'a pas encore établi. On ne sait pas exactement ce qu'on va faire, quel chemin on va prendre sur le recyclage des pièces abîmées. Super. Dernière question avec une réponse courte parce qu'on arrive à 17h. J'ai dit que je parlais beaucoup. Hein. Non, franchement, pas du tout. Hein. C'est hyper intéressant. Pour toi, c'est quoi un vêtement qui est bon pour l'environnement? C'est un vêtement alors, déjà, c'est un vêtement qui a peut-être qui est issu d'une économie d'une seconde main, donc qui a peut-être déjà été réutilisé. Et le must, c'est fabrication française, upcycling et seconde vie. Parfait. On va s'arrêter là. Il y avait plein de questions sur le chat. Ouais. Tu peux donner ton mail ou comment on peut te contacter pour continuer la discussion pour les personnes qui sont intéressées. Vous pouvez m'écrire sur marilou@possiblefrance.com. Sinon, vous m'ajoutez sur LinkedIn. Je réponds souvent, mais relancez-moi. D'accord.
Parfait. Marilou, ça s'écrit avec un Y. Et c'est tout attaché. Très bien. Voilà. C'est parfait. Merci pour tout. C'était passionnant. Merci Fabrice. Ne change pas. Ouais, merci. Merci. Bon, au plaisir de se voir peut-être un jour en physique. Bah oui, au mois d'octobre à Roubaix. On sera tous là-bas. Ok, salut, bye bye. Salut.